Les mots peuvent ressembler au rayon X. Si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi, affirmait le romancier Aldous Huxley. Et ce grand homme dont le décès est passé inaperçu, du fait d'un événement plus marquant, quelle idée aussi de rendre son dernier souffle le jour de l'assassinat de Kennedy, me direz-vous. Cet homme avait bien saisi la portée du langage écrit, tout comme ce bien étrange personnage qu'est Gordon Zola. Alors personnage, oui, cet homme énigmatique, à la figure tantôt mousquetaire du roi d'Agobert, tantôt bossu de Notre-Dame à la présence quelque peu maçonnique, private joke, s'adapte avec une déconcertante facilité aux différents publics. Ne serait-ce pas là l'indice d'une certaine universalité? Eh bien, force est de constater que je reconnais là une exception à cette règle de la simplicité, si chère à mes yeux, qui ne fasse pas obstacle à l'aspect universel d'une écriture. Oui, Gordon Zola s'exprime dans un langage plutôt destiné à première vue à un public averti ou initié au burlesque et jeu de mots, mais paradoxalement, il vous attire dans son univers comme une chèvre vers un chou, pour le coup assez impressionniste, qui, de prime abord, peut effrayer bien des gens ou flanquer un bon mal de tête à l'irréductible ou l'inconscient qui tenterait de déchiffrer les phrases hiéroglyphées de ses ouvrages. Pourtant, la mayonnaise ne tourne pas, elle prend, et se trouve être parfaitement assaisonnée pour vous donner le piquant suffisant à la poursuite de l'aventure. Une sorte d'adrénaline qui vous rend dépendant de cet auteur aux allures fromagères d'Italie. Si certains décrivent un tempérament fier, un regard parfois arrogant, que personne ne s'y trompe, Gordon Zola peut se le permettre et aurait bien tort de s'en priver, lorsqu'on voit ce que devient notre littérature contemporaine. Lui, il incarne une forme de méritocratie artistique, même s'il n'est pas sans doute parti de rien, mais il a un certain génie que je croyais disparu en ces temps de science sans conscience et de ruine de l'âme. Ses ouvrages sont travaillés avec un style original, empreint d'une apparente extravagance que je me complairais à métaphorer en trompe-l'œil, dont il est bien évidemment le seul à posséder le secret de fabrication. La vérité, c'est que j'ai rencontré l'un des rares écrivains en vie qui mérite pleinement son titre. Oui, Gordon est un artiste, un vrai. Il pense ce qu'il construit, joue avec sa matière première qu'est le mot, son sens. Il ne s'interdit rien, s'essaie à de multiples numéros d'équilibristes du verbe ou de l'adjectif, en truffant sa production de références culturelles aussi diverses que variées. Hitchcock, la musique, l'histoire et bien d'autres. Pour résumer, vous venez de faire la connaissance du Victor Frankenstein de la littérature française. Il passe sa vie à concrétiser les expériences les plus inattendues pour donner vie à ce léviathan de prose que décidément certains ne pourront jamais comprendre, faute d'avoir essayé. Cet écrivain connu entre autres en tant que parodiste de Tintin à travers les aventures de Tintin et la Milou, le crabe aux pinces d'or qui devient le crado passe-fort, l'affaire Tournesol qui devient à son tour l'affaire Tournesol, cet homme a eu le courage et l'audace de fonder sa propre maison d'édition, les Léopards Masqués, en 2004. Alors, il s'agit là de la première structure éditoriale spécialisée en France dans l'humour. Et comme ce créateur inspiré bouscule, d'après plusieurs témoignages, une certaine baronnie culturelle aux actions hégémoniques, il est assigné en justice par les ayants droit de Hergé. Motif: contrefaçon. Fort heureusement, la justice a tranché, préférant défendre la liberté artistique, et les demandeurs ont été déboutés de l'attaque. Mais malheureusement, le tribunal a condamné le léopard masqué à plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial en invoquant la notion de parasitisme. En 2011, nouveau rebondissement dans cette affaire qui décidément tourne elle aussi aux salles. La deuxième chambre de la Cour d'appel de Paris déboute totalement les requérants, en réfutant, bien évidemment, l'accusation de préjudice commercial. Gordon Zola aurait pu tout perdre pour avoir osé dépoussiérer et ainsi revisiter, dans un autre registre, un quasi-classique d'un auteur de BD à succès décédé, rappelons-le, depuis bientôt 30 ans. Comme Émile Zola en son temps, par son illustre J'accuse, auquel je tiens personnellement à rendre hommage, Gordon Zola n'a pas hésité à défendre ses valeurs, en bravant toutes les menaces. Et ça, c'est suffisamment exceptionnel pour le souligner dans un monde relevant de plus en plus du superficiel. Je cite: « Si à bien des égards la tâche du critique est aisée, nous ne risquons pas grand-chose, et pourtant nous jouissons d'une position de supériorité
par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire, mais l'amère vérité qu'il nous faut bien regarder rend face. C'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Fin de citation. Alors, cher Gordon, soyez assuré de toute mon amitié. Cette morale est issue d'un extrait du film Ratatouille de Walt Disney. Qui aurait pu penser qu'un simple dessin animé puisse nous enseigner une morale aussi puissante? L'art a quelque chose empreint de magie. Dommage que le monde ait parfois comme un arrière-goût de pourri.